Bien, c'est parti. Alors, cette vidéo est pour ceux qui doivent programmer l'analyse discriminante, hein. Alors, je reçois des questions de certains d'entre vous, je réponds toujours volontiers, bien sûr, hein. Vous avez remarqué que je réponds toujours, hein. On est bien d'accord là-dessus. Et quand la question est d'intérêt général, je me dis, c'est intéressant qu'on le partage ça avec les autres étudiants, justement. Et justement, il y en a un qui m'a posé une question là que j'ai trouvée très intéressante. J'ai répondu et je me suis dit, bon, ça serait bien que de partager ça avec vous, voilà, pour que vous voyez mieux les choses. Alors, j'avais donné une série de références pour que vous puissiez travailler. J'avais montré aussi les manipulations sous d'autres outils, ça vous permettra également d'avancer. Et parmi les références que j'avais données, il y en avait un, c'est le livre que j'avais mis en ligne ce printemps, hein, Pratique dans les discriminantes linéaires, l'URL est là. Je l'avais mis sur le site web de toute manière, hein, je l'ai mis sur le site web, voilà, sur notre site de TD, voilà, il est là. On est d'accord là-dessus. Alors, dans ce livre-là, il y a différents éléments intéressants. Alors, d'une part, il y a le texte du livre lui-même, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, il y a un package sous R qui permet d'avoir les résultats directement. Je sais qu'une grande partie d'entre vous, vous avez manipulé R déjà durant votre cursus. Donc, pour vous, vous installez donc le package et vous l'utilisez, ça ne devrait pas être un problème. Et là, j'avais mis les données que j'avais utilisées pour illustrer le livre. Alors, tout ça s'inscrit dans un cadre plus général qui est la page de cours qui est là. Un cours à la discriminante, il est là. Voilà. Et vous avez les différents éléments pour travailler. Je ne reviens pas là-dessus. Voilà, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Alors, pour développer votre application, donc, il y a les différentes formules qui sont développées dans ce livre-ci. Voilà. Et justement, ce qui nous intéresse, nous, typiquement dans ce livre-ci, c'est la description des fonctions, voilà, qui est dans la section 1.3, hein, les fonctions de classement linéaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les fonctions de classement linéaire? On a ce qu'on appelle ici les fonctions de classement. On a une pour chaque modalité de la variable cible. Donc, rappelons-nous, hein, dans les discriminantes, c'est que on est dans un schéma prédictif. La variable cible est une variable catégorielle, qualitative, hein, à grand K modalité, voilà. Et on a une série de variables explicatives, P, variable explicative. P, c'est on verra dans l'exemple tout à l'heure, c'est 4 pour la base qu'on va utiliser tout à l'heure. Je m'embrouille là. Très bien. Alors, le but de la manœuvre, donc, c'est de calculer les coefficients des fonctions de classement, hein. Il y a 3 fonctions de classement. Il y a grand K fonctions de classement, 3 dans l'exemple qu'on va voir tout à l'heure. Et là, on a un jeu de coefficients avec un vecteur pour chaque fonction de classement. C'est un vecteur de P plus 1. Voilà. Très bien, c'est ça l'idée. Alors, dans ces fonctions de classement-là, il y a la constante qui est là. La formule, elle est là, en vert. Je vais essayer de mettre des couleurs pour qu'on les distingue bien. Et les coefficients ici, des variables, c'est la partie en bleu qui est là, qui est relativement là. Donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment calculer que signifie chacun des éléments qui est là, voilà. X bar K, pi chapeau de K, le W qui est là, ça correspond à quoi? Comment les calculer sur une base de données, ainsi de suite. Et en réalité, je vais reprendre la trame qui est là. Alors, la trame qui est là, en réalité, elle me paraissait claire. Mais en fait, elle est très claire si on connaît bien R. Voilà. Si on ne connaît pas R, oui, il faut s'accrocher un tout petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Je reconnais ça. Je reconnais que si on ne connaît pas R, ça paraît un peu spécial. En plus, là, c'est la ligne de commande de la mort, là. On comprend pas. Enfin, ça paraît un peu abscon, quoi. Je comprends, je comprends. Très bien. Donc, d'où mon idée, justement, de reprendre chacune des étapes, là, et de détailler chaque étape sur un exemple, hein, de reprendre le code qui est en dessous, là, et détailler sur un exemple. Alors, justement, l'exemple que je vais prendre, c'est la base des iris, hein. C'est une base qui est très connue en machine learning. C'est que, je vais la charger tout simplement. En fait, elle est intégrée dans un des packages de R. Voilà, dans le package dataset de R, il y a la base iris qui est disponible. Et là, j'affiche sa description, hein. Donc, il y a 4 variables explicatives potentielles. P est égal à 4 ici, pour le coup. P est égal à 4. Voilà. Et la variable cible, elle a 3 modalités. Voilà, donc le Y est la variable cible, elle a 3 modalités. Donc, grand K égale à 3 cette fois-ci. Voilà, maintenant c'est concret, ce qu'on avait vu ici, hein. Donc là, on doit avoir 3 vecteurs, et chaque vecteur, et dans chaque vecteur, il y aura 5 valeurs, puisqu'il faut compter la constante. C'est ça l'idée. Bien, allons-y. Alors, pour que ce soit plus concret pour vous, j'affiche les premières lignes de la matrice de données. Voilà. Donc on voit bien ici, hein, voilà, on a bien les différentes variables, voilà, qui sont tous des quantitatifs, double, voilà. Et la dernière variable, c'est un factor. Bon, ceux qui connaissent un peu R connaissent, hein,
Voilà, c'est un factor. Bon, on peut voir ça comme une variable chaîne de caractères. C'est une variable qualitative, en fait. Hein. Et les niveaux, c'est les modalités, tout simplement. Mais on va faire comme si de rien n'était. On va faire comme si de rien n'était. Allons-y alors. Alors, ce qui nous servira de référence, justement, c'est le package qui a été développé par les étudiants du Master 6 qui sont là. Hein. Voilà, vous avez leur nom là. Ils ont développé un package qui permet de retrouver ces résultats-là. Voilà, hein, sur une base de données. Donc, vous installez la librairie. Donc, il y a plein de tutoriels sur Internet pour savoir comment installer une librairie. Ensuite, j'appelle la fonction LDA. La fonction LDA prend deux paramètres. Ici, la base de travail. Et ici, donc, le nom de la variable cible, tout simplement. Il y a des paramètres supplémentaires, vous avez pu le voir, il y a des paramètres supplémentaires, mais ces paramètres-là, pour l'instant, on ne les voit pas pour nous ici. On est vraiment dans le mot, la fonction basique. Je la lance, voilà. Et donc, le but de la manœuvre, c'est de retrouver ces coefficients-là. Hein. Donc, là, c'est la première fonction pour la modalité cétosa de la variable cible. Ça, c'est la deuxième fonction de classement, c'est les coefficients de la deuxième fonction de classement, de la seconde fonction de classement. Et là, c'est les coefficients de la troisième fonction de classement. Voilà. Là, c'est le A0K, voilà, AK0 plutôt, voilà, AK0, c'est ici la constante, voilà, c'est les constantes. Donc ça, c'est A10, A20, A30, voilà. Et ça, c'est A11, A12, A21, A31, et ainsi de suite, A2... 1, A22, A23, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Donc, vous avez ici les différents coefficients estimés. Donc, le but de la manœuvre qu'on va voir par la suite, c'est de reproduire les calculs matriciels qui sont là, voilà, pour retrouver ces coefficients-là, qui sont demandés justement, qui sont demandés dans le projet. Alors, pour commencer, donc vous avez vu, hein, là, c'est bien les constantes, voilà, c'est les AK, hein, AK, voilà, et en dessous, c'est les coefficients des variables. D'accord. Alors, pour commencer, on va calculer une série d'éléments. Déjà, n, ici, c'est le nombre d'observations de la base, 150. Ensuite, p, c'est le nombre de variables explicatives, c'est 4. Hein, on a bien vu, hein, il y avait les 4 variables qui sont là. C'est pas link, c'est pas lus, pétalin, pétalus. Hein, c'est des p variables explicatives, il y en a p, donc c'est 4. Voilà. Et ensuite, on va lister donc les différentes valeurs, les valeurs distinctes de la variable cible. Donc, c'est les modalités de la variable cible. Voilà. Donc là, j'utilise une fonction sous R, c'est unique. Alors, j'aurais pu utiliser autre chose. Hein. Ceux qui connaissent ce type factor savent qu'il y a une autre manière de faire. Hein. Voilà. Mais bon, là, j'ai fait une fonction qui est transposable dans d'autres langages. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Hein. Donc là, je fais unique, tout simplement, des valeurs de spécies. Hein. Vous rappelez-vous, hein, iris, c'est ça. C'est la base entière. Iris de la species, voilà, c'est le vecteur de la variable cible. Et donc, quand je fais un unique de RIS species, ici, voilà, j'ai les valeurs uniques de la variable de cette colonne-là. C'est les valeurs distinctes, si vous voulez. Alors, j'imagine que unique, on doit pouvoir le retrouver dans d'autres langages. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Très bien. Et ensuite, je vais compter ici le nombre de valeurs distinctes. C'est tout simplement length. Dans d'autres langages, ce serait len, par exemple. Je ne sais pas. Bon, très bien. Voilà. Il y a 3 valeurs distinctes. Bien. Alors, maintenant, on va décomposer, on va détailler cette formule-là et on va essayer de retrouver chacun des éléments. Ici, le pi chapeau de quoi, c'est le pi chapeau de K, c'est quoi hein? C'est tout simplement la fréquence relative des classes, hein, des modalités de la variable cible. Hein. Donc, c'est la fréquence relative des cétosa, de virginica et de versicolore. Pour faire ça, je fais un table, ça fait une fréquence absolue que je divise par n, ça fait la fréquence relative. Hein. On va décomposer ça, là. Voilà, 50, 50, 50. Le n, c'est 150. Et donc, quand je fais 50, 50, 50 divisé par 150, ça fait 0,33, 0,33, 0,33. Voilà, c'est bien ce qu'on a là. Oui, d'accord. Très bien. Donc, le pi chapeau de K, là, ça y est, c'est fait. Un petit value count, là, avec un normalize, à mon avis, ça doit le faire très facilement. Hein, voilà. Hein. Dans Unique aussi, il y a une option qui permet dans Unique de NumPy, il y a aussi une option qui permet de compter sans aucun problème. On est d'accord là-dessus. Très bien. Ça, c'est très facile à faire. Maintenant, on doit calculer les moyennes des différentes variables x conditionnellement aux modalités de la variable cible. Alors, je le fais avec un agrégat tout simplement. Hein. Donc, je fais ici
donc la moyenne de chacune des variables x. x1, c'est pas c'est quoi déjà? C'est x1, c'est pas length, x2, c'est pas width, x3, c'est pas length, ainsi de suite. Donc, je fais ici les moyennes des moyennes de chacune des variables x selon donc, les valeurs de la variable species, selon donc les modalités de la variable cible. Voilà. Paf. Alors, on a, je vais agrandir ici au maximum, on ne peut pas tout avoir, non, on ne peut pas tout avoir, c'est dommage. Hein. Ah si, quand même un peu. Non, il ne veut plus, c'est pas grave. Bon, je ne vais pas m'énerver là-dessus. Elle est là, l'autre valeur. Très bien. Donc, on a bien les 4 variables qui sont là et on a les 3 modalités qui sont là. Donc, ça, c'est la moyenne des différentes variables. Pour les fleurs qui correspondent, les iris qui correspondent à cet OSA, pour les espèces d'iris qui correspondent à cet OSA. Là, cette deuxième colonne-là, c'est la moyenne des différentes variables pour les species qui correspondent à versicolore. Et là, c'est les moyennes des différentes variables, ainsi de suite. On a bien des moyennes conditionnelles. C'est comme si je faisais quelque chose qui ressemble à ci. C'est colmeans de iris. Par exemple, si je prends la première, c'est iris species, voilà, est égal à cetosa pour la variable 1 jusqu'à 4. Et on a bien la première valeur, la première ligne qui est là, le premier vecteur qui est là. 5.006, 3.428, 1.42 et la dernière valeur qui est à droite. Vous avez bien vu, hein? C'est ça que je suis en train de faire. Donc ça, vous là, bah, c'est à vous de voir. Là, j'ai fait sous R. Avec agrégate, il le fait très bien. Sous Python, il faut voir. Hein. Il me semble qu'il y a des cross-tables, des pivots tables voilà, qu'il peut utiliser, ou bien vous faites une boucle aussi. Hein, et, c'est pas de souci de faire des boucles. Hein. Sous R, c'est pas trop la politique de faire des boucles forts. Voilà. Mais là, en l'occurrence, et en plus, il y a des fonctions qui le font directement. Donc, pas besoin de s'embêter avec une boucle. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Sous Python, c'est à vous de voir. Il y a des outils comme, je ne sais pas, hein, dans certaines librairies, Panda, regardez dans Panda. Il y a des choses intéressantes. Sinon, vous faites une boucle avec un NumPy, avec des éléments comme ça. Vous avez exactement ce qu'il faut faire. Hein. Vous mettez un min avec un axis pour qu'il fasse bien des calculs par colonne. Tranquille. On est d'accord. Très bien. Alors là, ça me gêne quand même parce que regardez le XBK là. XBK, en fait, c'est un data frame. Si je regarde, voilà, XBK, tac. C'est un data frame. Et c'est un data frame où il y a les valeurs qui m'intéressent et les indicateurs de classe. Or, cette partie-là, j'en ai pas besoin ici. Hein. Quand je vais faire ici le produit matriciel, j'ai besoin que des parties qui sont là. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est pour ça que je crée une deuxième structure où, cette fois-ci, je récupère que les valeurs numériques. Et donc, ici, les chaînes de caractères, je les zappe parce que je n'ai pas l'usage par la suite. C'est ce qui se passe ici. Bien, maintenant, j'ai que les valeurs numériques. Et donc, ça, le 1, c'est pour cetosa, 2, c'est pour versicolore, voilà. Et j'ai que les valeurs numériques. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais faire du calcul matriciel dessus derrière. Et ça, là, je n'ai pas l'usage dans le calcul matriciel. J'ai besoin que des valeurs numériques dans le calcul matriciel. Hein, voilà. On a bien 3 vecteurs de taille 4 à chaque fois. Bien, ça, c'est fait. Donc, vous avez vu, hein, pi chapeau de K, c'est fait. L'X bar K, c'est fait. Maintenant, il faut que je calcule le W, que j'inverse ensuite. Le calcul W, c'est une somme des variances-covariances pour chacune des classes. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Voilà, et ensuite, ces variances-covariances-là, je les pondère par les effectifs moins 1 et je les additionne. Donc, il y a une série de manipulations à faire, là, on est bien d'accord. Hein. Ben déjà, regardons comment calculer cette quantité-là. Hein. Ça, c'est quoi en réalité? C'est donc la covariance des x pour cetosa d'une part, pour versicolore. Alors, je vais le faire pour cetosa d'abord. On va voir ce que ça donne. Cov de iris. Est-ce que je ne peux pas en profiter de ce que j'ai fait en haut là? Parce que là, tac, tac. Voilà. Moins on écrit de code en R dans la programmation, mieux on se porte. Donc là, ce qui se passe, regardez, je calcule la covariance, ici des variables 1 à 4, voilà, pour les fleurs qui correspondent, en fait, donc pour les espèces qui correspondent à cetosa. Voilà.
j'ai une matrice de taille 4, 4. Voilà, et qui est symétrique. Mais d'accord, elle est symétrique, hein, ainsi de suite. Bien. Il faut que je fasse ça pour Setosa, il faut que je fasse ça pour Versicolor, il faut que je fasse ça pour Virginica. Alors bon, là aussi, une boucle peut faire l'affaire. Voilà. Mais encore une fois, sous R, c'est pas la politique. C'est pour ça que moi, je suis parti sur un l'apply. Mais vous, hein, avec un for, ça le fait très bien. On est bien d'accord là-dessus. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est pour ça que dans mon code ici, parce que je connais un peu R, un tout petit peu, voilà, bah, au lieu de faire un for, parce que c'est pas la politique sous R, hein, voilà, je passe par un apply, tout simplement. Mais c'est bien, en interne, c'est bien un for qui est fait, en fait. Hein. C'est une itération sur chacune des modalités de la variable cible. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon apply ici? Ce qui prend en entrée, donc, c'est chacune des valeurs de la variable cible. Je rappelle ce qu'il y a dans kValues. Hein. Regardez ce qu'il y a dans kValues. Voilà. Donc, il va lancer cette fonction qui est définie à la volée. C'est exactement comme les fonctions lambda en Python. J'avais parlé un tout petit peu des fonctions lambda. Je ne sais pas si vous avez pu faire les exercices relativement rapidement. Quand on avait fait les matrices NumPy, rappelez-vous, quand on avait fait les matrices NumPy, j'avais parlé des fonctions lambda, en disant c'est des fonctions qu'on peut définir à la volée, parce que j'en ai l'usage qu'une seule fois. Donc ça ne sert à rien de créer une structure à part, et après j'ai créé une fonction que j'appelle qu'une seule fois. Ça paraît un peu ballot, ça. Hein. Justement, donc l'idée des fonctions, c'est d'écrire une fois et de l'utiliser plusieurs fois. Mais si j'en ai l'usage qu'une seule fois, ça ne sert à rien de l'écrire à part, et donc je la définis à la volée. Voilà. Ben, l'idée de la fonction lambda, ça existe également en R. Voilà. Là, typiquement, je définis une fonction qui prend en entrée K, qui est la modalité, donc chacune des qui prendra en entrée donc chacune des modalités de la variable cible, de species, chacune modalité de species. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je crée la matrice intermédiaire. C'est exactement ça, là. C'est ça le MK. Vous avez vu, hein? C'est ça, là, c'est la partie qui est juste là. Une fois que j'ai récupéré cette matrice, voilà, je calcule sa covariance, c'est la partie qui est là, donc c'est bien cela. Et à cette covariance-là, je multiplie, donc ici c'est effectif de classe moins 1. Pourquoi? Parce que dans la formule, c'est bien, on calcule la covariance et on multiplie ça par l'effectif de classe moins 1. Voilà. Comme le grand K égale à 3, donc je dois avoir une structure avec 3 fois les matrices de variance covariance, multipliées par leur effectif moins 1. Allons-y. Effectivement, j'ai 3, ici la première matrice de variance covariance pour les cétosas, on avait voilà, multiplié par nk-1, multiplié par nk-1, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes valeurs que ce que j'avais lancé ici. Hein. En fait, c'est ces valeurs-là qui sont multipliées par 50-1, par 49. Hein. Donc, vérifiez, hein, vous multipliez ça par 49, vous tombez ici. Ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est pour les cétosas, ça, c'est pour les versicolores, et ça, c'est pour les virginiques. Très bien. Donc, j'ai les différents éléments de la somme. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut maintenant que je somme ces éléments-là et que je divise ça par les degrés de liberté n-k. C'est exactement ce que je vais faire ici. Alors là également, j'aurais pu faire une boucle. On est d'accord là-dessus. Mais ouais, on n'a pas besoin de faire des boucles. C'est rare qu'on ait besoin des boucles fortes en réalité. J'utilise un reduce. Mais le rôle de reduce ici, c'est de bien faire la somme qui est là. Hein, avec l'opérateur plus pour dire que je vais faire une somme. Et qu'est-ce qui se passe? Je fais somme les éléments de la liste. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, troisième élément. Voilà. Et le résultat global du reduce, là, voilà, je vais le diviser par n-k. C'est exactement ce qui est écrit là. Ce qui est écrit en formule mathématique, là, voilà l'équivalent de R. Et j'ai la matrice W. Paf! Ça y est, j'ai la matrice W. Alors, maintenant que j'ai la matrice W, je reviens ici. Donc, pi chapeau de K, je l'ai calculé, ça y est. Le x bar K, je l'ai également pour chaque modalité, voilà, de Y. Voilà, le pi chapeau de K, je l'ai aussi pour chaque modalité de Y. Maintenant, le W, j'ai le W, il faut que je l'inverse. Il y a sûrement une fonction qui fait des inversions d'un NumPy. Hein, voilà. Moi, sous R, j'utilise solve, tout simplement. Voilà. Et comme je vais l'utiliser ici plusieurs fois, je le mets à part dans une structure à part. Paf. Ça y est. Donc, ça y est, maintenant, j'ai les différents éléments en vert ici. J'ai tout ce qu'il faut en vert, là. Voilà. J'ai le pi chapeau de K, j'ai le x bar K, voilà, et j'ai le W que j'ai inversé. Bah, du coup, il reste qu'à calculer ici. C'est exactement ce qui se passe là. Voilà, je vais calculer les différents éléments. Hein. C'est une transposition de ça. Hein. La partie verte, là, c'est la transposition d'ici. Alors,
En fait, j'aurais dû le faire pour chaque modalité du Y. Parce qu'on est bien d'accord, hein. Là, c'est d'abord Setosa, ensuite Virginica, ensuite versicolore. Voilà, ça veut dire que je vais faire une première boucle où je prends la première ligne des mucas, ensuite je fais une deuxième boucle, enfin une boucle dans un premier cas, dans la première itération, c'est la première ligne des mucas, dans la deuxième itération, c'est la deuxième ligne des mucas, ainsi de suite. Waouh, waouh, waouh. On peut faire ça en une seule opération matricielle, cette partie-là. Voilà, je peux faire une seule donc, opération matricielle et je ne récupère que la diagonale. Voilà. Au lieu de faire une boucle, voilà, je prends ça comme une matrice. Là, c'est un vecteur. Là, hein. Le x bar k, là, c'est un vecteur en fait. Or, moi, mon x bar k, c'est une matrice. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est une boucle où je prends que la première ligne là d'abord pour avoir donc ici donc la constante pour cette OSA. Ensuite, à la deuxième itération, je prends la deuxième ligne de cette matrice-là, voilà, pour avoir donc la constante de versicolore, et je prends la troisième ligne qui est là, pour avoir ainsi de suite. Voilà ce que j'aurais dû faire. Voilà. J'aurais dû faire d'abord une première boucle pour avoir ça. Après, j'applique la formule ici entière pour avoir donc la constante pour cette OSA. Ensuite, là, pour les versicolores, et ça pour Virginica. Et attends, wow, moi je sais faire des opérations matricielles, je ne vais pas m'embrouiller avec des boucles. On est d'accord là-dessus. C'est pour ça que je le fais directement en une seule traite sur la matrice entière et je récupère que les diagonales. Regardez, vérifiez. Faites l'exercice, hein, c'est que faites d'abord chaque modalité de Y à part et ensuite faites-le en une seule partie et récupérez les diagonales. Vous verrez que ça donnera exactement le même résultat. Donc c'est pour ça que je le fais en une seule traite pour chacune des modalités et après je log Pika également ici pour avoir cette partie ici. Allons-y. Voilà les constantes. Alors, ok, mais est-ce que ça match maintenant? C'est là, c'est maintenant que c'est intéressant. Rappelons-nous qu'avec l'outil qui a été développé par nos amis, là, on a les constantes qui sont là. Alors, bon, sur en haut, là, naviguer, là, ça va avoir mal au crâne. Là. Tout simplement, je affiche le résultat de la fonction discriminaire, du package discriminaire. Et voilà. Là, on a la constante de Setosa, la constante de versicolore, la constante de Virginica. On a bien les bonnes valeurs. Et ça, c'est fait. D'accord? Le calcul, il est relativement simple après coup. Hein. C'est vrai que lire directement le code, là, je comprends. La personne qui m'a posé la question, après coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, si on ne connaît pas R, ça paraît un peu abscon. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps de tout détailler ici. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est fait. On a ici les constantes et on a bien les bonnes constantes. Ensuite, la deuxième partie, maintenant, c'est quoi? C'est calculer la partie bleue qui est là. Voilà. Mais là aussi, c'est pareil. Hein. Il suffit de faire un calcul matriciel, tout bonnement. Voilà. Bah, c'est ce que j'applique tout simplement ici. Là, tout simplement, alors je l'ai transposé pour que l'affichage se conforme à ce qu'on a ici. Sinon, on aurait un autre type d'affichage. Donc, c'est pour ça que j'ai transposé. Le T, là, c'est que je réorganise ici l'affichage pour qu'on ait que le même affichage qu'ici. Sinon, on aurait à voir ça en ligne, donc les modalités de Y en ligne et les variables en colonne. Voilà ce qu'on aurait dû avoir. Donc j'ai rajouté ici l'opération de transposition pour avoir un affichage qui est conforme à ce qu'on a là. Hein. La transposition, elle n'existe pas ici. Hein. C'est à part, ça c'est autre chose, ça, on est d'accord. Hein. Ici, dans cette partie-là, on n'a pas la transposition. Hein. Donc le rôle de la transposition de mon code, tout simplement, c'est pour avoir une présentation qui soit conforme à celle-ci. Juste ça. Hein. Et la vraie formule, c'est la partie qui est là. Voilà. Hein. On est d'accord, parce que je connais également dire ah, il y a une transposition, on ne sait pas d'où ça vient et tout ça. Non, 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 c'est tout simplement pour que la présentation soit conforme avec ce qu'avaient fait donc, nos étudiants là dans leur package. Voilà. Mais voilà, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Elle n'est pas donc nativement dans la formule de la transposition. On est d'accord. Je lance ça et voilà les coefficients que j'ai et voilà ce qu'avait fourni le package développé par nos étudiants. Tac, tac. Et on a bien les bonnes valeurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est important ici? Il y a deux questions qu'il avait posées. Voilà. Ici, le rôle de l'apply, en réalité, c'est de boucler. Et les résultats, des bouclés sur chacune des modalités de Y. Voilà. Et donc, sous R, ici, j'ai une liste. Et dans chacune des listes, j'ai la variance de variance, j'ai la matrice de variance-covariance conditionnelle. Conditionnellement à chacune des modalités de Y. Hein, Setosa, versicolore, Virginica. Voilà. Ensuite, ces éléments-là, je les additionne pour faire cette fameuse somme-là. Et après, je divise le tout par le degré de liberté
C'est exactement ce qui se passe. Donc, le réduce plus, là, ça fait la somme en réalité. C'est ça. C'est ça. C'est ces deux éléments-là qui sont vraiment cruciaux parce qu'on dirait qu'on doit faire des boucles et on ne voit pas la boucle ici. Mais en fait, on a bien une boucle là. L'apply, ça permet de faire des boucles, ça émule des boucles. Et le réduce, ça fait une somme sur une liste. Voilà, ça fait aussi une sorte de boucle. Hein. Ça passe en revue les différentes valeurs, les différents éléments de la liste. Voilà ce qui était important ici. Tout le reste de calcul, sinon, il est assez relativement basique. Voilà. Très bien, voilà, excellent travail à tous. J'espère que ça a éclairci et que ça vous permettra d'avancer. Moi, j'arrête mon enregistrement.